Événements qui défrayent la chronique, tant sur le plan national qu'international, à la dernière en date, et celle tenue à l'intention des ambassadeurs et autres chefs de mission accrédités en RDC ce lundi au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Suivez un extrait de cette communication. Je ne parlerai pas de fosse commune, parce que fosse commune suppose exécution, massacre, charnier. J'utiliserai le terme de tombe commune. Oui ou non, y a-t-il une tombe commune à Maloko? La réponse est oui. Combien de personnes sont enterrées dans cette tombe commune? La réponse est 421 personnes. Pour quelles raisons a-t-on enterré nuitamment? Pour une raison très simple. Ces enterrements en tombe commune se font régulièrement et je vais vous donner les statistiques. Et les dernières fois que ces enterrements ont eu lieu, les agents commis à cette mission ont été agressés par les populations environnantes. Qui sont enterrés dans la fosse commune, la tombe commune de Maloko? Les statistiques fournies par la morgue centrale sont ici et je vais vous les communiquer. Comment procède-t-on? Je vous signale tout de suite que la capacité installée de la morgue de Mamayemo, la morgue centrale, est de 310 corps. La morgue centrale de Mamayemo reçoit tous les corps qui ont passé un certain temps dans toutes les formations médicales de Kinshasa. Découvrons maintenant ce communiqué officiel qui vient de nous parvenir. Le procureur général de la République, M. Flori Kabangenumbi, invite toute personne qui détiendrait une information susceptible de l'aider à accélérer les investigations qu'il mène sous les rumeurs autour de la fosse commune de Maluku à venir la lui communiquer soit directement à son office, soit contactant le chef du parquet secondaire de Kinkole, les officiers de police judiciaire de la police nationale congolaise, les inspecteurs de police judiciaire de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou de police judiciaire de son choix, qui la transmettra. Fait à Kinshasa le 11 avril 2015, signé directeur de cabinet du procureur général de la République, Sambois Kapuku Joseph, avocat général de la République. Poursuivons ce journal, mission accomplie pour Évariste Bochab au Katanga, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité a bouclé sa mission d'itinérance et de sensibilisation sur le bien fondé du découpage territorial après Nyunzu et Kalemi. C'est Manono qui a été constitué la dernière étape de la visite du chef de la territoriale dans le Katanga profond. Jean-Pierre Kaembe pour le commentaire. Couvert par une chaleur torride, Manono a retenu son souffle. Dans ses petits porteurs, le fief de Laurent Désiré Kabila reçoit une note de marque, à savoir le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité. Manono a des allures d'une ville morte. La vie a semblé s'arrêter. C'est une ruée des habitants vers l'aéroport pour accueillir chaleureusement l'envoyé du chef de l'État dans les coins. Personne n'a voulu louper ces moments. La foule est immense et Évariste Bochab est obligé de faire une marche à pied jusqu'au lieu de la manifestation. Jamais Manon n'avait connu pareille ambiance.
Dans la délégation du chef de la territoriale se trouve un fils du terroir et Mengoï Moukena. Devant le public enthousiasmé, le ministre de la Défense nationale expliquera le bien fondé du découpage territorial et la cohabitation pacifique entre communautés. Quelques heures plus tard, c'est Évariste Bochab qui passera le même message, mais cette fois-là devant toutes les couches et les forces vives de Manono, réunies pour la circonstance. La police et l'armée qui se trouvent ici sont là pour vous sécuriser, ils sont à votre service. Il n'y aura pas une véritable sécurité tant que vous n'aurez pas intégré, tant que chacun de nous n'aura pas intégré que la police et l'armée sont à notre service. Message compris et applaudi, mais avant de quitter Manono, l'envoyé de Joseph Kabila a remis au nom du gouvernement une importante somme d'argent, question de soulager les besoins des réfugiés de Kiambi et Kambozo. Mission parfaitement accomplie. Bochab Mabouj Mabileng peut donc se frotter les mains. En province orientale, le gouvernement Jean Bamanissa vient de connaître un léger remaniement. 2 membres ont quitté l'exécutif provincial. Un s'est vu octroyer un nouveau portefeuille. Jean-Claude Essouka, ancien directeur de cabinet du gouverneur de la province orientale, a été nommé ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières. Il remplace à ce poste Pierre Hubert Molisso. D'autres détails dans cette correspondance de Dalon Onolongo depuis Kisangani. Remaniement du gouvernement provincial de la province orientale, cela est contenu dans un arrêté signé par Jean Bamanissa Saïdi. Ainsi, 2 personnalités font leur entrée. Il s'agit de l'ingénieur Jean-Claude Soukalfani, nommé ministre provincial en charge de l'Intérieur, décentralisation, ordre public, affaires coutumières, population et droits humains. Avant la nomination, Jean-Claude Soukalfani assumait les fonctions de directeur de cabinet de Bamanissa. En outre, le président de la commission socio-culturelle à l'Assemblée provinciale, l'honorable Apassa Madroma Dieudonné, est nommé ministre provincial en charge des ressources naturelles, mines, hydrocarbures et énergie. Il remplace Paul Odiane Douné, qui s'occupera désormais du ministère provincial de l'information, jeunesse, sport et loisirs. Les 8 autres ministres provinciaux gardent leur portefeuille. Il faut noter que 2 membres quittent le gouvernement provincial, à savoir Pierre Hubert Molissonendolo Bolita et Janine Aïwa Aroyo Yokoba. Dans un autre arrêté, le gouverneur Bamanissa nomme Sébastien Balanga Bondé comme son directeur de cabinet. Isangani, Dalon Onolongo, RTGA. Affaire fosse commune de Maluku, on en parle encore dans ce journal. Lors de son point de presse ce jeudi, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'inhumation collective dans la commune de Maluku. Pour Lambert Mende, il s'agit des indigents dont l'hôpital général de référence, ex-Mamaemo, a transmis les listes à l'hôtel de ville de Kinshasa et il rappelle par ailleurs que ce n'est pas la première inhumation de cette nature. Reportage, Richard Chakokanyengele. L'affaire fait grand bruit et voir les choux gras de certains médias. Il s'agit de ce que d'aucuns qualifient de la fosse commune de Maluku, à Kinshasa, où seraient enterrées 421 personnes. Face à cette polémique, le gouvernement congolais s'est fait le devoir de fixer l'opinion. Pour Lambert Mende, il n'y a donc rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements de la mi-janvier, à lui d'ajouter que leur enterrement s'est effectué dans le respect dû aux morts. Il n'y a donc, mesdames, messieurs de la presse, rien qui puisse autoriser un quelconque lien entre cette affaire et les événements des 19, 20, 21 janvier 2015, comme nous l'entendons répéter maintenant par certains. Il s'agit d'une opération tout à fait routinière qui s'effectue régulièrement pour désengorger la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa, qui est le réceptacle de toutes les morgues des hôpitaux publics de cette ville de 11 millions d'habitants. Il y a des gens qui viennent des pays de 5 millions d'habitants et qui nous donnent des leçons sur comment gérer nos indigents. La ville elle-même compte 11 millions d'habitants, mais la capacité de la morgue centrale de l'hôpital général de Kinshasa ne dépasse pas 400 places. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on arrive à 427, une capacité de 400, les gens continuent à mourir? Qu'est-ce qu'on fait? On va demander à la société civile, qu'est-ce qu'elle en sait? On va demander aux journalistes X ou Y, au ministre tel en Europe, qu'est-ce que ça veut dire ça?
5. Les corps ont été portés en terre, chacun enveloppé dans un linceul blanc en plastique, conformément, nous a-t-on dit, aux pratiques en vigueur en pareil cas. Ceci intéressera particulièrement les enquêteurs qui sont sur le dossier. Et du côté du gouvernement congolais, la justice doit faire son travail. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits de l'Homme a aussitôt, après la communication des faits par l'hôtel de ville, enjoint le parquet à diligenter sans délai une enquête judiciaire sur cet enterrement collectif. Le ministre de la Justice n'a pas attendu pour cela une pression de qui que ce soit. Personne n'a fait pression sur lui. Dès que le gouvernement a reçu l'information, il a fait agir ses compétences et l'enquête a démarré. Donc des magistrats et experts commis par ces magistrats se sont déployés sur le site. Il s'agit essentiellement de confirmer ou infirmer les faits tels que relatés par les autorités responsables, en examiner la régularité. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a salué la bravoure des FARDC qui ont réussi à déloger les FDLR dans leur milieu, dans le cadre de l'opération Sokola 2. Le directeur général de la SCPT entrevoit une gestion orthodoxe à la Société congolaise des postes et télécommunications en vue d'une bonne gouvernance dans cette société publique de télécommunications. Ceci après sa visite d'inspection le 11 avril dernier à Matadi, dans la province du Bas-Congo, où il est allé visiter les installations de la fibre optique et s'imprégner en même temps des réalités de l'opérateur public de télécommunications. Suivez ce reportage. Fini le rythme de travail des salles climatisées à la SCPT. Une semaine après sa prise de fonction à la tête de la Société nationale de télécommunications, Didier Moussete a effectué une visite d'inspection à Matadi dans la province du Bas-Congo. Objectif, s'imprégner de réalité de l'opérateur public de télécommunications en RDC. À son arrivée à Matadi, Didier Moussete a d'abord présenté des civilités aux autorités politiques et locales avant d'inspecter les points relatifs à la fibre optique. Ici, le directeur général de la SCPT a eu un seul vœu, celui de voir le redressement rapide de cette entreprise publique en vue d'attirer la confiance des clients et partenaires. Nous sommes venus visiter les installations pour acquérir de notre propre yeux. Faire un point et mettre un certain nombre de travaux. Et on commencer dès la semaine prochaine pour réhabiliter cette liaison. Très dynamique, le numéro 1 de la SCPT a visité bien avant différents sites et bureaux de la Poste tout au long de son parcours. Visiblement, le travail est énorme. Je voulais d'abord rendre hommage à l'excellence M. Joseph Kabila Kabandé en nommant à la tête de l'entreprise non pas seulement un directeur général et un directeur général adjoint qui sont donc sous le mandat du président du conseil d'administration, mais surtout il a remplacé carrément tout le conseil d'administration. C'est un signal fort que le chef de l'État a donné à tout le Congolais pour dire que nous voulons que la poste de la RDC redevienne la poste qu'elle a été d'antan. Très déterminé, Didier Moussete prône un vent nouveau à la société publique de télécommunications congolaise. 12h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, voici donc le rappel des titres. Les cardinaux de la majorité présidentielle se sont retrouvés ce dimanche autour du secrétaire exécutif de la MP Aubin Minakou à la ferme présidentielle de Kingakati. D'après Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement et leader de la Convention des Congolais Unis, il était question de faire le point sur les enjeux politiques de l'heure, notamment les élections prévues cette année ainsi que les fonctionnements de la MP. Sachez également que le gouvernement congolais multiplie les communications pour dissiper tout malentendu au sujet de l'affaire fausse commune de Maluku. La toute dernière en date est celle à l'intention des ambassadeurs et autres chefs de mission accrédités ici en RDC. Vous avez donc suivi un extrait dans ce journal.
Enfin, sensibiliser la population sur le bien fondé du découpage territorial, c'est l'objet de la mission d'itinérance qui a conduit le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur dans le Katanga profond. Évariste Bochab s'est dit satisfait de l'appropriation de ce processus par les Katangais. Poursuivons ce journal, sensibiliser les industries sur les mesures prises pour mettre fin au déficit communicationnel, réduire la TVA sur la production industrielle de 16,3% pour encourager l'industrie locale et inciter les importateurs à ouvrir des usines. Voilà quelques recommandations formulées à l'issue du premier forum national du développement de l'industrie et du redressement productif. Le ministre de l'Industrie qui a clôturé les travaux ce samedi compte sur l'implication de tous les acteurs en matière. Naftali Bouamoutala. Après 2 jours d'exposés et d'échanges sur les problématiques cruciales de l'industrie nationale dans une formule dynamique permettant l'expansion de l'industrie congolaise, les participants à ces travaux ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles relever le déficit infrastructurel et énergétique, une bonne politique de financement des industries par le gouvernement, une gouvernance des politiques publiques en matière de développement industriel, la modernisation du cadre fiscal et l'adoption du modèle de formation au métier de l'industrie. Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a dans son mot de clôture pris l'engagement de relever les défis et a sollicité l'implication de tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux pour arriver à un pays émergent en 2030. La problématique industrielle est effectivement une priorité et une préoccupation qui doit être inscrite comme une priorité dans les politiques publiques au sein du gouvernement de la République démocratique du Congo. La réalité du développement de notre pays repose sur l'engagement volontariste de ceux Congolais d'abord. Tous les ingrédients sont réunis pour que le miracle industriel congolais devienne une réalité. Moi, je m'y engage. Et je voudrais que chacun de nous, responsable du secteur privé, croit en ce miracle. C'est une responsabilité, bien sûr, celle du président de la République en premier, puisqu'il a fixé le cadre très haut. Horizon 2030, République démocratique du Congo, pays émergent. Mais il n'y arrivera pas seul. Chacun de nous doit donner sa contribution. Et j'espère que le Congo pourra compter sur tous ses enfants. Ce premier salon de l'industrie de la RDC, organisé par le ministère de l'Industrie et patronné par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, a permis la déclinaison d'une série d'actions concrètes susceptibles d'impulser le processus d'industrialisation et d'aboutir à une économie congolaise diversifiée, productive et compétitive. En bref, le FONADIR a débouché sur la formulation d'une stratégie nationale d'industrialisation. Dans le chapitre des élections, la Commission électorale nationale indépendante a tenu samedi sa réunion ordinaire de l'Assemblée plénière. Cette réunion, qui comportait plusieurs points importants relatifs au processus électoral, a été présidée par M. l'abbé Apollinaire Malumalu à partir de l'Afrique du Sud, où il est en repos médical. Suivez le compte-rendu de cette réunion avec le rapporteur adjoint Ouseni Koukatoula, allais-je dire. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malumalu, a présidé ce samedi 11 avril 2015 en direct par vidéoconférence la réunion ordinaire de l'Assemblée plénière de la CENI. D'entrée de jeu, M. l'abbé Apollinaire Malumalu a salué l'assistance en rassurant les 10 membres de l'Assemblée plénière présents à Kinshasa que sa santé s'améliore au jour le jour et que son retour au pays est pour bientôt. L'abbé Malumalu a également annoncé qu'il animera un point de presse la semaine prochaine pour fixer l'opinion nationale sur les enjeux électoraux de l'heure. La réunion de ce samedi a connu la participation du secrétaire exécutif national de la CENI qui, à cette occasion,
a fait le point des préparatifs accélérés des opérations de réception et traitement des candidatures en expliquant que la cascade de la formation prend fin ce samedi 11 avril 2015 dans les 26 poules opérationnelles de la CENI et que le déploiement de matériel est en cours pour l'opérationnalisation des bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à dater de ce 15 avril 2015. Il en est de même des outils de sensibilisation tels que le guide du candidat, le guide de l'électeur, le dépliant, les affiches illustrant les différentes étapes à suivre par les candidats. Bien d'autres questions ont été évoquées à cette importante réunion, dont l'arrivée dans les prochains jours à Kinshasa des experts chargés de l'audit externe du fichier électoral. La moisson continue son bonhomme de chemin au CNC ce week-end. Plus d'une centaine des membres de la solidarité Bana-Mohamba ont adhéré à l'idéologie de l'un des leurs, Pius Mwabilumba Mukala. Ces nouveaux adhérents au CNC se disent déterminés à soutenir et accompagner l'élu du Mohamba pour les élections imminentes et futures. Reportage José Oliteomake. Comme à l'accoutumée, chaque week-end, le temple du Congrès national congolais est inondé par les militantes et militants qui viennent de toutes les communes de la ville de Kinshasa pour adhérer à l'idéologie du Big Vision de ce parti Pius Mwabilumba Mukala. Ce samedi, plus d'une centaine d'adhérents ont envahi le siège national du CNC. Jeunes et vieux, femmes et filles mères se sont donné rendez-vous pour remplir chacun sa fiche afin d'avoir une carte de membre à 1500 francs congolais. Ces nouveaux adhérents sont des camarades de Pius Mwabilu depuis belle lurette. Ils sont tous de la solidarité Bana-Mohamba. Cette adhésion en masse de Sobema justifie l'attachement de ses membres à l'élu du Mohamba qu'ils avaient surnommé empereur à l'électorat passé. Pour ces nouveaux adhérents, le Congrès national congolais et son président devraient continuer à leur faire confiance car il était, il est et restera à jamais leur interlocuteur au Parlement. Ceci étant, une façon pour les électeurs de Pius Mwabilu de les soutenir pour les élections qui pointent à l'horizon. Signalons également que la Sobema reste toujours fidèle à l'élu du Mohamba pour sa générosité, son sens d'écoute, son assistance en tant que père et parrain de cette association. Le CNC, ce parti de gauche qui place l'homme au centre de tout, continue son bonhomme de chemin en République démocratique du Congo. La façon de faire la politique autrement au CNC avec son système informatique CIASA Pro, doué des informaticiens de la dernière technologie, s'élie à concrétiser la vision et l'idéologie de son initiateur, l'honorable Pius Mwabilumba Mukala. Quelque temps après, le CIASA est déjà à plus de 10 000 adhésions. Nous en venons à présent sur cette information. Ce n'est plus comme une histoire, c'est la réalité. Les Kinois peuvent désormais consommer le maïs frais de Bukangalonzo. La première production a été déversée sur le marché par le biais de l'association de la dynamique des femmes entrepreneurs et agricultrices du Congo. Un encouragement pour le gouvernement congolais qui lutte contre la famine à travers ce vaste programme agro-industriel. Images et commentaires. Dans la douleur, moissonne dans la joie. On a longtemps épilogué sur Bukangalonzo. Aujourd'hui, ce parc agro-industriel vient de déverser sur le marché la toute première production de maïs frais. Les consommateurs savourent déjà cette moisson, à l'instar de ces femmes réunies au sein d'un collectif baptisé Dynamique de femmes entrepreneurs et agricultrices du Congo. Nous sommes habitués à manger le maïs frais dans la ville de Kinshasa. Batumba, Kumbina Mutu, Saliboye. Mais aujourd'hui, vraiment, pour une fois, Bukangalonzo vient de nous donner une grande quantité. Nous croyons que ça sera continuel pour que la population congolaise puisse s'habituer à manger le maïs frais pendant toute la semaine. Nous avons pris contact en tant que femmes entrepreneurs et agricultrices avec le responsable de Bukangalonzo
pour pouvoir vendre leurs produits dans la ville de Kinshasa. Et ça va nous aider. Et puis ça va aider aussi les femmes qui font du commerce avec leurs épargnes. Après 6 mois, on va ouvrir, parce que l'argent qu'on verse, on le verse dans les comptes en banque. Et puis après 6 mois, ils vont compter l'argent, chaque maman avec l'argent qu'il a épargné. Ça va l'aider encore à faire mieux, à produire encore plus pour son commerce. Nous demandons à la population de consommer congolais, de consommer frais. C'est pour leur bonne santé. C'est la première d'une série qui désormais viendra non seulement améliorer progressivement le régime alimentaire des consommateurs parce qu'équilibré et riche en vitamines, mais aussi et surtout va éradiquer la crise alimentaire. Surtout lorsque l'on sait que l'expérience de Boukangalonzo sera dupliquée dans toutes les provinces. Et lorsque l'on sait aussi que ventre affamé n'a point d'oreille et qu'une nation ne peut se développer sans l'agriculture. Aujourd'hui, la voie vers l'émergence est balisée. Journée de joie pour les consommateurs, mais aussi pour l'ouvrier Matata Pogno Mapon, qui a reçu l'ordre du chef de l'État de veiller au grain, de la semence jusqu'à la récolte. Lui qui, plus d'une fois, est allé voir la croissance de ce champ de maïs, allant même parfois à délocaliser son cabinet dans le champ de Boukangalonzo pour y présider certaines réunions, comme celle de la Troïka stratégique. Les bonnes choses ne font que commencer. Une note sportive avant la fin de la première partie de ce 12-13. Ligue nationale de football, l'ASV Club a été tenu en échec ce dimanche par Lubumbashi Sport sur le score vierge de 0 but partout. Et Sa Majesté Sanga Balende sur la même pelouse du stade Tata Raphaël a battu Daring Club Motema Pembe sur le plus petit score, à savoir un but à 0. Rappelons que samedi, le TP Mazembe a courbé des Chines face à Shark 11 par 2 buts à 1. Ces matchs s'inscrivent dans le cadre de la 9e journée de la Ligue nationale de football. Dès mercredi prochain, les amoureux du football suivront l'ASV Club contre MK. L'affaire de l'explosion de Pila au Congo-Brazzaville fait encore parler d'elle. Un avocat vient d'initier une plainte contre le président de la République du Congo-Brazza, Denis Sassou Nguesso, pour haute trahison, crime de masse et crime contre l'humanité. Des précisions avec notre correspondant depuis Brazzaville, Roch Bouka. Maître Amédée Bernard Ndanda, l'un des nombreux avocats de l'ex-colonel Marcel Tsuru, a présenté à la presse 2 documents portant l'un plainte contre l'humanité et la haute cour de justice pour haute trahison, l'autre requête pour assassinat dans les explosions des casernes de Pila contre M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo en exercice, chef des armées et plusieurs autres personnalités militaires et civiles concernées dans cette affaire. La plainte déposée par M. Marcel Tsuru et les autres se fonde sur les dispositions dont les contenus est ainsi exposé dans l'article 7 de la Constitution du 20 janvier 2002. Pour cela, les requérants sollicitent au Parlement de mettre en accusation pour haute trahison, crime de masse et crime contre l'humanité, violation du domicile devant la haute cour de justice, auteur et complice de faits ainsi décrits. La mise en cause de toutes ces personnes démontrera que les personnes accusées dans l'affaire du 16 décembre 2013 sont des victimes, que l'auteur du crime contre l'humanité est bel et bien Denis Sassou Nguesso. Ainsi, le Parlement réuni en congrès doit prononcer contre M. Denis Sassou Nguesso l'accusation de haute trahison, de crime de masse, de crime contre l'humanité, d'assassinat et contre les magistrats et officiers sous-destinés. C'était de Brazzaville, Roch Bouka pour la RTJ. Vous voulez en savoir plus dans l'actualité sportive? Restez avec nous dans ce 12-13 car nous recevons bientôt Ben Goyi, notre chroniqueur maison, pour plus de détails.